tant qu'objet, au sens d'un livre, etc., c'est un peu plus tardif, puisque donc le texte du Viking, les sinologues le datent, ou les archéologues le datent entre le 8e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Les rudiments, les bases, datent d'avant, puisqu'il y a eu toute une préparation de l'ouvrage qui s'est fait dans les pratiques divinatoires. La divination sur os, puis après la divination sur tortue ou écaille de tortue, sur carapace de tortue. Et puis la troisième étape qui a été ce qu'on appelle l'achiléomancie, c'est-à-dire où à partir d'une spéculation sur les nombres, on a utilisé des tiges d'Achillée pour faire des manipulations aléatoires, mais basées sur les nombres toujours. Voilà. Donc il y a tout un développement qui s'est fait, qui a mis pas mal de siècles pour arriver. Et il y a eu donc une sorte, le Viking, c'est donc cette somme de 64 hexagrammes auxquels ont été rattachés ces textes qui ont fini par se synthétiser donc, au cours du premier millénaire. Voilà. Et ça a donné donc un ouvrage qui a été canonisé donc, sous les Han, ou un peu après les Han, et qui est devenu donc, qui fait partie du corpus de la littérature, de la pensée chinoise, quoi. Est-ce que cette façon de lire le monde, ou en tout cas de l'interroger avec les nombres et les tirages, a évolué au fil des temps, où on est justement avec un outil qui reste stable dans ce qu'il propose et dans le système de pensée? Je pense à ça, c'est au sens où, entre le moment où on a cette formulation du corpus dans le premier millénaire avant Jésus-Christ et aujourd'hui, puisque c'est avec les années 1950, grosso modo, que le Viking vient rencontrer l'Occident, oui. Est-ce qu'il y a eu dans cette période des interprétations à géométrie variable autour du Viking au sein de l'histoire chinoise? Oh que oui. C'est-à-dire que le plus ancien manuscrit dont on dispose, il date de 168 avant Jésus-Christ, c'est le manuscrit de Ma Wangtui, il est trouvé dans une tombe à Ma Wangtui. Et là, à part quelques petites différences de texte, mais pas très importantes quand même, le texte est à peu près fixé. Après, il y a eu toute une évolution qui s'est faite, notamment à partir du XIe siècle, où ce qu'on appelle donc le revival confucéen sous les Song, il y a eu toute une littérature qui s'est faite autour du I Ching. Donc les lettrés ont commenté le I Ching à cette époque-là. Et évidemment, les interprétations sont assez variables. Mais évidemment, par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, nous, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que soit on adopte la vision d'un Chinois, par exemple, c'est ce qu'a fait François Julien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les figures de l'immanence », dans lequel il a adopté donc, la vision du I Ching d'un certain Wang Fuzhe, qui est donc un lettré du XVIIe, entre le XVe et le XVIIe siècle, je n'ai plus la date exacte, mais voilà, il a restitué cette vision du monde. Bon, ça peut avoir son intérêt, mais pour moi, ça a plus un intérêt historique. Je pense que le I Ching est suffisamment bien fait pour qu'on puisse, que chacun, je dirais même, puisse aujourd'hui en avoir son approche et perfectionner sa vision du monde. Parce que le I Ching en lui-même, c'est quoi? Ce sont des descriptions. Ce sont évidemment des traces de toute une histoire, mais on a abouti à 64 descriptions de la réalité, quel que soit le niveau où on la pense.